Appartements haut standing, villas spectaculaires, complexe hôtelier 5 étoiles, vous en connaissez? Pas étonnant, parce que depuis 2010, l'immobilier de luxe a explosé en Côte d'Ivoire. Et en 2017, selon les professionnels, ce secteur a enregistré près de 345 millions de dollars de transactions. Qu'est-ce qui explique cette floraison et qui en est la cible? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans Les Femmes d'ici, on parle de l'immobilier de luxe. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue dans Les Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour les filles. Bonjour, bonjour. Bonjour. Makadi, salut Aurélie, Linda. Alors, ça va? Ça va très bien. Génial. Un peu grippée, mais bon, ça va. Et on a Hinda aussi parmi nous. Exactement. Bonjour les filles, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Hinda, votre spécialiste déco. Et chaque semaine, je vais décortiquer pour vous les nouvelles tendances, vous proposer des do-it-yourself et ensemble, on découvrira tout ça. Ouais, Tout ça, voilà. génial. La déco, c'est le... Mon dada, c'est mon dada. Exactement. C'est ça. Alors les filles, je sais qu'on s'en va à poup dans le peps, mais je veux vraiment qu'on prenne une petite minute pour dire Yako à notre ami suspect 95 qui a perdu sa compagne il y a 3 jours ou 4 jours. Oui. Cette année 2020 a été très difficile pour beaucoup de personnes. Et à plein de niveaux, n'est-ce pas? Ouais, à plein de niveaux, ouais. On avait plein de gens qui ont perdu leur compagne. Hein. On avait Makoso, on a eu Sarah Messan. 2020 et son lot de malheurs et Ouais. vraiment suspect, ça fait Donc, mal au vraiment, cœur pour Yako, on succès. t'envoie tout notre soutien, Gros suspect. bisous à toi, si c'est D'accord. du courage. Ouais. On t'embrasse. Beaucoup de courage à Suspect 95. Aujourd'hui, les filles, on va parler donc de ce sujet. On va s'appesantir sur la tendance à la hausse de l'immobilier de luxe, qui est donc en plein essor depuis une dizaine d'années en Côte d'Ivoire. Je parle autant de ces appartements ultra équipés, de piscines ou de salles de sport, que de ces villas spacieuses et modernes. Vous savez de quoi je parle, mais finalement, est-ce le cas de tout le monde? Eh bien, on a posé la question, savez-vous ce qu'est l'immobilier de luxe? Quelques réponses dans ce micro-trottoir. Pour moi, un immobilier de luxe, on peut dire que c'est quelque chose qui présente de beau. Par exemple, une belle maison, une très belle voiture, tout ce qui est matériel, quoi, mais qui est joli, qui est présentable, en fait. Je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Pour moi, un immobilier de luxe, c'est le confort qu'il faut avoir à la maison. Bien s'installer, être en l'aise dans la maison et avoir tout sur place en même temps. Donc c'est le luxe, ça. C'est un logement vaste avec toutes les commodités, notamment des meubles de luxe, des piscines à l'intérieur, avec tout ce qui est attrait au luxe. Je peux dire que c'est un immobilier de valeur, de qualité. C'est vraiment une maison où il y a des meubles de haut standing, où on trouve vraiment, par exemple, un appartement très joli, où on trouve des meubles de haute qualité. Voilà, de très beaux meubles, peut-être même importés, d'autres aussi sont faits sur place. L'immobilier de luxe, c'est une maison d'accueil qui est habilitée à la construction des immeubles. En toute chose, en toute construction, les maisons de VIP. Je pense que c'est la maison de luxe ou bien où on fabrique le luxe. Bon, alors, je pense que chacun sa définition d'immobilier de luxe. Oh my God. Ouais, ça peut être des voitures, ça peut être des... Mais c'est fou, on n'a pas tous la même définition de luxe. Hein. C'était incroyable ce Mais micro-trottoir. c'est clair, il y en a qui parlent de confort. Donc limite, ça devrait être les besoins de première nécessité, Exactement. en fait. Ouais. Après, on parle de qualité. Alors, est-ce que c'est la qualité, le luxe? Ou est-ce que c'est la voiture? Moi, c'est le gars de la voiture. Non, mais en gros, l'immobilier, c'est ça. On va dire, certains ont trouvé. Certains, oui. L'immobilier de luxe aujourd'hui, c'est quoi? Ça répond à un certain confort, à une certaine qualité, même dans la qualité des matériaux de construction et dans le confort. Et on va dire dans la modernité, c'est tout ça qui crée en fait le tout, en fait. Voilà, un tout. D'accord. Mais on va en savoir davantage maintenant avec nos deux invités qui sont dans l'immobilier de luxe. Ils sont respectivement Marie Marjolais, elle est agent immobilier, et Lynn Begré, responsable commercial de Ivy Market. On les accueille maintenant. Bonjour à toutes les deux. Bonjour les filles. Comment
aujourd'hui? Ça va, merci de nous recevoir dans les femmes d'ici. Oui, merci à vous. Lynn Begré, j'adore votre tenue. Merci. C'est très belle. Ibrahim Fernandez. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. d'accord. Merci, c'est gentil. très important. Très belle aussi. Écoutez, mesdames, avant de vous donner la parole et donc de parler de notre thème, donc l'immobilier de luxe, on va quand même faire un petit état des lieux de ce que ça représente en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le récit de Chèque Bleu, tout de suite. À Abidjan, dans la capitale ivoirienne, l'immobilier de luxe a le vent en poupe. Rien qu'en 2017, ce marché a enregistré plus de 200 milliards de francs CFA de transactions. Marcory, Plateau et Cocody sont les quartiers qui concentrent plus de la moitié de ces constructions huppées. Fortement impacté par la crise du Covid-19 et la période électorale en Côte d'Ivoire, le marché du haut standing essaie de se remettre petit à petit. Et ce, grâce à des agences immobilières de plus en plus dynamiques et compétentes. Mariam et Nakali Touré sont sœurs, co-gérantes et fondatrices de Clé Immobilier. Créée en 2013, cette agence est spécialisée dans la location, la vente et la gestion de biens immobiliers de luxe. Pour elle, le boom de l'immobilier de luxe s'explique par la forte croissance économique observée depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Une croissance qui attire nombre d'investisseurs, des clients pour la plupart des Ivoiriens, mais également des expatriés, de plus en plus exigeants. Ce que les clients recherchent dans l'immobilier de luxe comme dans tous les autres services, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'il faut que pour un certain budget, certaines prestations soient incluses dans le budget, surtout à la location. Vous ne pouvez pas louer une maison de 2 millions ou 3 millions sans inclure certaines choses comme une piscine, exactement, une salle de sport et surtout la sécurité qui est j'ai envie de dire la constante, la demande numéro 1 des expatriés ou des gens qui arrivent de l'extérieur et qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire et qui ont entendu certaines choses sur notre pays par rapport à la sécurité. Dans un secteur où la demande est plus élevée que l'offre, les agences immobilières sont obligées de travailler ensemble pour satisfaire la clientèle. Mariam et Nakali visitent aujourd'hui une cité haut standing en location. Située dans le quartier de la Riviera Mbadon, ce type de construction est très prisé par les clients. Matériaux soigneusement choisis, salle de sport, piscine, tout le confort nécessaire est au rendez-vous ici. Pour louer une de ces villas duplex de 7 pièces, il faudra débourser environ 3 millions de francs CFA par mois. Le matériel est importé, évidemment, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a certaines choses que nous ne produisons pas encore, comme de la bonne robinetterie ou des parois, sauf certaines petites entreprises. Oui, donc importé de plusieurs pays du monde. Le carrelage est importé du Portugal, par exemple. Et si l'immobilier de prestige est en pleine croissance en Côte d'Ivoire, pour une grande partie de la population, posséder un logement décent est loin d'être accessible. Avec un déficit de 22 000 logements par an dans le seul district d'Abidjan et plus de 100 logements par an sur l'ensemble du territoire national, la Côte d'Ivoire connaît une véritable crise du logement depuis plusieurs années. Alors, mesdames, je pense que ça vaut autant pour Marie que pour Lynn. Alors, il y a un boom, on sait, depuis 10 ans de l'immobilier en Côte d'Ivoire, l'immobilier de luxe. Est-ce bon signe? Est-ce que c'est effectivement le reflet de la croissance économique dans le pays? Oui, tout à fait. La croissance économique a énormément grandi depuis ces 10 dernières années, ce qui a amené énormément d'investisseurs et énormément de sociétés étrangères. Et il a fallu loger, répondre à cette demande en fait, de ces cadres, de ces fonctionnaires qui sont arrivés. Ouais. Je rejoins Marjorie. Donc, on a aussi un grand retour des Ivoiriens de l'étranger. Ah oui, c'est vrai. Donc, par immobilier de luxe, ils veulent retrouver les standards qu'ils ont là-bas. Wow. Donc, pour rejoindre cela, il faut leur donner ça aussi. Il faut avoir ce retour-là ici dans ce qu'on leur propose en termes d'immobilier. Et quel est le coût moyen d'un loyer, c'est-à-dire pour un logement de luxe? Alors, ça dépend des quartiers. Bien entendu. Mais là, comme il discutait dans l'émission, on parlait de Cocody, de Marcory. On va être quand même sur une moyenne pour des villas 3 chambres. On va partir sur 4 chambres, avec piscine, jardin, toute la sécurité nécessaire et le confort. On va être autour de 3 millions. C'est ça. De 3 millions? C'est le coût moyen? Oui. Et ça, j'imagine que ce n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Non, pas du tout. Dans certains quartiers, en l'espace de 10 ans, les prix ont doublé, voire triplé. Ouais. Que ça soit à la location et que ça soit également à la vente.
il y a une vraie recrue. Et surtout qu'il y a les zones les plus prisées, justement, restent les zones, on va dire, centrales d'Abidjan, comme Cocody, zone 4, Marcory, Riviera. Oui. Parce que je vois que Marcory est vraiment en train de pousser aussi. Hein. On a de nouvelles choses à Complètement. Ouais. Complètement. Ça change. Alors vous, à Ivy Market, c'est une agence immobilière d'abord, n'est-ce pas? Oui. Et vous êtes dans l'immobilier de luxe ou l'immobilier aussi un peu genre moyen standing. Simple, moyen standing. Un peu de tout. Voilà. Il faut faire un peu de tout quand même. Il faut pouvoir présenter aussi à tout Ivoirien un bien pour pouvoir se loger. On ne peut pas se limiter à l'immobilier de luxe, mais on fait un peu de tout. Voilà. Alors justement, quand on entend des chiffres comme on l'a entendu dans ce reportage, il y a une crise du logement en Côte d'Ivoire. On parle d'un déficit de 22 000 logements par an dans le seul district d'Abidjan et plus de 100 000 logements par an sur l'ensemble du territoire. Alors, vous vous focalisez peut-être à juste titre sur le luxe, mais pourquoi ne pas étendre justement la cible davantage peut-être, Marie? Alors c'est vrai qu'on remarque qu'il y a un énorme gap entre le très haut standing et le reste des logements, c'est vrai. Mais aussi, il faut préciser que le taux de vacances reste très faible. Parce qu'un bien à un juste prix, c'est-à-dire qu'on tient compte de son emplacement géographique, de la qualité des prestations, de construction et des services proposés, trouvera toujours un preneur. D'accord. Ah ouais. Absolument. Ouais. Et justement, je complète la question. Vous avez été confronté forcément à des critiques de la part de personnes, on va dire, lambda, qui s'offusquent justement d'avoir des tarifs excessivement élevés, sachant que le pouvoir d'achat en Côte d'Ivoire ne correspond pas du tout à ces tarifs. Et qu'est-ce que vous répondez à ces personnes ? C'est toujours très délicat parce que on peut comprendre également leur point de vue et moi, j'ai beaucoup le cas avec des étrangers qui sont très surpris en fait d'avoir des prix pratiquement comme on pourrait retrouver en Europe et qui ont du mal à comprendre. Mais il faut aussi qu'ils comprennent qu'Abidjan est une ville qui est en plein essor, c'est l'émergence. Il y a une demande qui est tellement forte que les propriétaires surfent sur la vague, en fait, tout simplement. Et puis on dit qu'il y a des nouveaux riches à Abidjan. Il paraît, des nouveaux riches. Vous avez entendu ça? Il y a eu même un documentaire, un rapport des analystes dessus qui paraît qu'il y a beaucoup de nouveaux millionnaires, milliardaires. Donc c'est sûrement ceux-là qui... Moi, je ne suis pas une nouvelle riche, personnellement. Et quand je vois ces tarifs-là, je me dis, mais l'accès à la propriété est juste impossible, en fait. Mais oui, c'est au-delà de la location. Quand on parle les prix, en fait, avec, je sais pas moi, les États-Unis et l'Europe, les biens qu'on peut avoir là-bas à ces prix-là, ça n'a rien à voir en termes de prestations. Complètement. Donc, je ne sais pas si naïvement, moi, je me dis que ça va on est quand même dans une bulle spéculative et tôt ou tard, ça va éclater. Et c'est là qu'il faudra investir. Et vous pensez que ça va vraiment éclater? Alors, quel est votre avis sur la chose? Est-ce que je suis naïve ou est-ce que c'est un bon plan? C'est ce que tout le monde se dit, c'est ce que tous mes clients me disent et c'est ce que je leur réponds à chaque fois. La demande est tellement énorme et c'est tellement constant. Les biens de standing deviennent de plus en plus beaux et de plus en plus bien faits. Ils seront constamment pris. Par contre, ce qui risque de se passer, c'est les immeubles qui sont plus au goût du jour devront nécessiter un petit rafraîchissement pour pouvoir garder leur clientèle. D'accord. Alors vous pensez que du coup le luxe est en train pas de se démocratiser, mais quand même de prendre plus de place sur le paysage immobilier? Énormément. Oui, mais est-ce que la demande suit si jamais, j'imagine que ça reste une cible limitée quand même. Oui, tout à fait. Alors on a pour ce type de logement, on va avoir principalement les fonctionnaires d'État, des diplomates, des hauts cadres d'entreprises locales et également des expatriés, des cadres expatriés. Voilà, c'est principalement cette clientèle. D'accord. C'est pareil pour vous? Oui, c'est pareil. Ce sont des expatriés, ce sont des étrangers qui reviennent en vacances et tout. Donc, la demande est forte à ce niveau, mais pour répondre un peu à la question de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à présenter des biens aussi de qualité aux autres, à l'autre frange de la population qui n'arrive pas à se loger, il faut dire qu'on n'a pas aussi d'offres qui correspondent véritablement à leur portefeuille. Parce que quand on veut... si on veut présenter un bien à un particulier qui correspond à toutes les normes qu'il faut, il faut y mettre le prix aussi. Et les propriétaires sur le territoire ivoirien ne construisent pas, en tout cas pour la majorité de biens. Oui, c'est à ça que j'allais arriver. Voilà. C'est-à-dire que les gens ne veulent même pas construire pour les autres. C'est pas rentable. Ah non. C'est pas rentable et... Il faut être dans certaines zones pour pouvoir rentabiliser. Quand on est dans la zone de Cocody, il faut construire avec les normes de la zone de Cocody, avec les normes de la zone de Marcory.
pas forcément du luxe, même du moyen standing. Mais le moyen standing a un coût aussi. Mais du coup, je me posais la question, est-ce que l'État prévoit des aides justement pour pouvoir remplir ce quota de logements sociaux, entre guillemets, parce que finalement... Non? Bon, d'accord. On est en train de devenir comme les grandes villes, Dubaï, Abuja, où finalement tu ne vois plus de petits logements. On suit ce qui se passe, je pense, un peu dans le reste du monde, malheureusement. C'est qu'il commence à y avoir un énorme écart entre le bas standing, on va dire, et le très haut standing. C'est désagréable de parler comme ça, mais malheureusement, c'est ce à quoi on est confronté. Et c'est vrai que c'est dommage parfois de pas pouvoir répondre à la demande de tout le monde. Est-ce que les personnes qui vous approchent savent, a priori, vers quoi elles vont et quelles sont... Enfin, est-ce qu'il y a un peu des négociations style, bon, je ne sais pas si je peux me permettre cette agence, mais je vais quand même essayer, ou en général, la cible la personne qui vous s'adresse à vous, c'est déjà ce qu'elle va devoir débourser, et du coup, vous n'avez pas besoin finalement d'être dans un discours... Écoutez, non, on a tout type de clients. Honnêtement, on a tout type de clients, et c'est plutôt agréable de ne pas non plus que nous catégoriser dans une tranche, en fait. Mais c'est vrai qu'après, on a une offre qui est plus de standing. C'est ça. Voilà. On arrive à cibler l'offre, mais il faut aussi pouvoir proposer à l'Ivoirien lambda un bien qui lui corresponde aussi. Donc, on essaie de revoir, de travailler en partenariat avec d'autres agences pour le faire. Sinon, la première cible, c'est ça, c'est l'immobilier de luxe. Mais après, il faut pouvoir offrir ce qu'il faut aux autres aussi. Et alors, c'est marrant, c'est intéressant, vous avez dit... Pardon, excuse-moi, Aurélie. Vous avez dit que vous travaillez avec d'autres agences, et on l'a entendu dans ce reportage également. Alors, moi, ça m'a un peu étonnée. Parce que j'imagine qu'il y a quand même de la concurrence. Mais finalement, vous travaillez ensemble, tout va bien. On travaille ensemble parce qu'on ne peut pas avoir tous les biens sur le territoire ivoirien et Abidjan. Et comme si Marjolaine, c'est ça. Marie est spécialisée dans l'immobilier de luxe et que nous, on a par exemple du moyen standing, on peut collaborer ensemble pour la frange de clients qui ira vers elle. Il y a une pléthore d'agences immobilières. C'est une toile d'araignée, en fait. Il faut pouvoir communiquer ensemble. C'est vrai qu'à l'époque, beaucoup d'agences ont été très, très fermées, mais aujourd'hui, c'est un réseau, en réalité. C'est un réseau. Qui fonctionne bien. Dans tous les cas, on va marquer une courte page de pub et poursuivre le débat. On va rentrer encore plus en profondeur dans le secteur de l'immobilier de luxe. Ce sera tout de suite. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez aujourd'hui dans Les Femmes d'ici, on continue de parler de l'immobilier de luxe avec Marie Marjolais et Lynn Begré. Alors Lynn Begré, vous avez mis en place une application afin d'innover un peu dans ce secteur-là. Parlez-nous un peu de cette application. Alors, on a lancé en mars 2020 une application mobile qui permet à tout usager désirant louer ou acheter un bien immobilier de pouvoir faire une visite sans se déplacer, pour être en phase avec tout ce qui est Covid-19 et tout. Donc, on utilise la technologie de prise de vue 360 qui permet à toute personne qui a un téléphone mobile de télécharger l'application ou sur le site Internet, de s'y rendre et de visiter les biens dont nous disposons, de faire une sélection, de faire un choix et après on programme des visites physiques pour voir que ce qui se trouve sur l'application ou le site Internet correspond totalement à ce qu'ils ont vu sur l'application. Ça veut dire que le client n'a pas réellement à payer des frais de visite comme cela se fait souvent avec certains démarcheurs, parce que ce n'est pas toutes les agences qui font payer des frais de visite. Et aussi parce que souvent, ce que tu vois dans des photos ne correspond pas à la réalité. À la réalité, oui. Et là, on voit tout dans le détail jusqu'aux finitions du bâtiment. Voilà. Donc, le client sait à quoi s'en tenir quand il va faire la visite physique et généralement, c'est juste pour concrétiser l'achat ou la location du bien. Ah, c'est super. Et c'est quoi? C'est disponible sur App Store, Google Play et aussi sur Internet, sur le site Internet. C'est pas payant? Non. Nous, on aime demander ça. C'est payant. Je pense qu'il y a une grande différence entre ça et le démarchage classique. C'est ça. Oui. Oui, il y a une très grande différence, mais il faut dire qu'on ne peut pas pour le moment balayer du revers de la main le démarchage classique. Parce qu'on n'a pas tous les biens sur l'application. Les clients peuvent voir ce dont on dispose, mais après, ils ont des demandes spécifiques. Donc, il faut après contacter d'autres agences, voir d'autres personnes pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Donc, on arrive tout doucement à intégrer cela dans l'habitude de l'Ivoirien parce qu'on n'a pas toujours le réflexe de prendre le téléphone et aller sur une application mobile ou sur le site Internet pour chercher un bien et faire une visite 360.
Donc, moi, je reviens sur le côté vraiment immobilier en Côte d'Ivoire. C'est un secteur, je ne sais pas si vous le savez, mais qui est un secteur dominé par les femmes, contrairement à d'autres secteurs. On a une des premières agences, justement, qui a été, on va dire, créée ici. Ça a été AICI, qui avait été dirigée pendant longtemps par notre première dame chérie, Madame Dominique Ouattara. On a Isis, qui est très connue aussi, qui est Madame Patricia Guerrier, Caroline Immobilier, YAPJ, AGEMA de Madame Pascal Boulot et Eben Immobilier, Madame Jacqueline, si vous permettez. Bien sûr, H&A Marie. Donc, qu'est-ce que, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ça, cette pénétration des femmes, de cette pénétration, justement, des femmes dans ce milieu-là? Alors, je pense que c'est dû au fait que les femmes, nous sommes plus méticuleuses. Pardon, messieurs qui nous écoutent. Oui, c'est vrai. Ne vous excusez pas. Je pense qu'on est plus méticuleuse, plus professionnelle. Et c'est un métier c'est vraiment un travail d'investigation et de fourmi. C'est vraiment ça, un peu comme vos métiers, mesdames. C'est de trouver le bien qui va vraiment parfaitement correspondre à la demande du client. Et le but n'est pas de lui faire perdre du temps. On a affaire à des clients quand même qui sont assez exigeants, qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc on ne peut pas les balader, par exemple, toute une journée pour leur montrer 20 maisons qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils veulent. Et je pense aussi que les femmes ont cette sensibilité-là de savoir ce que le client veut et de trouver le bien qu'il veut. Elles sont méticuleuses, comme elle a dit, et elles ont cette sensibilité. Elles peuvent trouver plus facilement. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en faisant les visites avec des clients, ils accordent plus de crédit à la femme quand elle dit ça, c'est mieux, monsieur, que ce qu'on vient de vivre dans la de meilleure qualité. Aussi, je pense, au niveau de l'honnêteté, parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand on dit immobilier en Côte d'Ivoire, c'est arnaque. Le nombre d'arnaques que j'entends dans ce pays. C'est vrai que quand on a affaire à des femmes, moi, personnellement, je me sentirais plus en confiance. Oui, c'est vrai. Les gens se sentent plus en confiance, ça c'est vrai. Et même l'anecdote, c'est qu'en général, quand une femme fait visiter les biens, ils se mettent, on va dire, c'est beaucoup plus facile pour lui puisqu'il se dit c'est sa femme qui choisit. Du coup, elle a la sensibilité. Toujours les goûts des femmes. Elle aura la sensibilité de l'épouse, en fait. La sensibilité de l'épouse, et c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est une anecdote. Il y a beaucoup de psychologie, en fait, dans ce métier. Énormément. Nous sommes géniales, tout simplement. Oui, absolument. Mais alors, il paraît que l'immobilier de luxe en ce moment est en difficulté. Depuis 2018, plus ou moins. Voilà, c'est une courte période. Et ça n'a rien à voir avec le corona. Donc, est-ce que vous, ça vous touche? Moi, c'est pas quelque chose que je remarque dans tous les jours. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour notre part, je trouve que quand même, la demande est importante tous les jours. Et malgré le coronavirus, on a eu beaucoup de demandes. D'accord. Ce qui est super, je pense, parce qu'on a eu beaucoup de chance. Je pense vous n'avez pas du tout été arrêté par la crise sanitaire. Non, Marie, elle est devant là-bas. Et vous, on s'exprime, on dit difficulté parce qu'il y a certains biens de luxe qui restent pendant une bonne période quand même sans être occupés ou sans trouver preneur. Peut-être à cause de... Il y a beaucoup de spéculation aussi dans ce milieu-là, c'est peut-être à cause de ça. Et les investisseurs, ces derniers temps, il y a quand même Covid qui a joué beaucoup sur ce chiffre-là. Ils ne sont pas rentrés, il y a beaucoup qui n'ont pas pu investir. Oui, parce qu'après, quand on dit Covid, nous, c'est vrai qu'on a commencé vers mars, mais les autres pays, ils ont commencé depuis 2019, fin 2019. Et vous, du coup, même, il y a le Covid, mais il y a eu aussi la période des élections. Est-ce que vous avez senti aussi, quand même, quelque part, les élections parce que les gens ont peur de se déplacer, parce que même si on met en place une application mobile pour faire des visites, il faut aller sur le terrain. Donc, les gens ont peur de se déplacer, ils préfèrent... remettre à plus tard et puis... Voilà. Y a-t-il eu un peu de réticence à acheter aussi parce qu'on se dit on verra après les élections, on a un peu une petite accalmie à ce niveau-là. Alors moi j'ai une autre question, c'est plus, on va dire c'est plus pour nous, pour rigoler. Est-ce que vous avez de temps en temps des clients qui ont des demandes rocambolesques? Alors on sait que le luxe, voilà, on a certains standards, il y a des choses qu'on veut, mais des choses inimaginables qu'on vous demande. Alors, bon, des choses inimaginables, ça va, j'en ai pas encore. Les clients sont quand même très exigeants, il faut le dire. C'est vrai que parfois, bon, ils vont être très pointueux sur certains petits détails. Mais on a eu assez drôle récemment. On a dit ici en Côte d'Ivoire, avec les différentes nationalités qu'il peut y avoir de tous ces étrangers qui arrivent, on a différentes cultures. Et on a eu un client qui a une culture différente et qui, en fait, n'a pas pris le bien parce qu'il n'était pas exposé en fonction du bon point cardinal. C'est vrai. Ça a à voir avec le feng shui ou... Le feng shui ou le lever du soleil. Ça faisait partie de sa religion et c'était pas possible en fait. Parce que c'était l'islam, je suis... Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. D'accord. Et on était très étonnés. Oui, c'était pas tourné vers l'est et on était très étonnés.
Et du coup, je n'ai jamais pu lui trouver une maison parce qu'en fait, les maisons ne sont pas tournées. Mais non, oui. Mais souvent, certains, même certains, on va dire musulmans, souvent font attention au niveau de la chambre, d'être en face du lever du soleil, oui, prier, etc. Oui, c'est plus facile de trouver une autre façon de le faire. Oui, ça, oui, c'est plus court. Mais vers l'est, c'était pas évident quand même. Hein. Surtout, c'est que toute la maison soit tournée vers. Oui, c'est parce que c'est toute la maison doit tourner. Oui, je me suis dit c'était peut-être très feng shui. Et du coup, qu'est-ce que les gens demandent généralement? C'est-à-dire, ils veulent une piscine, une salle de sport, un terrain de basket, foot? Ils veulent déjà un jardin. Ah oui, c'est l'espace extérieur. Pour eux, c'est primordial. C'est la base. Non, c'est pas la base. On a des enfants, c'est vrai que c'est un jardin, parce qu'on malheureusement on n'a pas de parc. Enfin, je veux dire, c'est un peu compliqué, donc ça reste le seul endroit où les enfants peuvent se balader. Mais est-ce que c'est pas très expatrié, ça? Mais justement, parce qu'il n'y a pas ça en Europe, c'est ça le truc. Il y a beaucoup d'Africains, on va dire, qui construisent, ils occupent tout l'espace, il n'y a même pas un petit... Est-ce que, justement, c'est pas très étranger, ça? D'avoir de l'espace extérieur. Si, et c'est vrai. Mais bon, là maintenant, on sait qu'on arrive, je pense, plutôt sur un autre problème, c'est-à-dire qu'ils construisent sur le maximum qu'ils peuvent sur un terrain pour rentabiliser le plus possible. Ce qui est dommage, parce que l'extérieur est vraiment un plus et ça jouera énormément dans le prix. Et aussi pour l'installation d'une piscine, parce que si vous avez une piscine qui prend toute la taille du jardin, vous, les enfants, vous les mettez où? Bien sûr. Puis bon, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai qu'en termes de déco aussi, le jardin apporte vraiment un plus, quoi. Je veux dire, avoir un beau jardin, apporte beaucoup de valeur au bien. Donc, le point de vue déco, toujours. Toujours. On perd pas le nord. On perd pas le nord, même si on n'est pas à l'est. Vous devez innover, j'imagine. Vous devez innover, j'imagine, quand même dans ce domaine qu'est l'immobilier. Enfin, on le voit avec la visite virtuelle que vous avez apportée à travers cette application. Est-ce que vous avez d'autres comme ça idées que vous comptez mettre en place dans vos entreprises respectives? Une application encore, mais cette fois-ci adressée aux propriétaires. D'accord. Parce qu'il se trouve que dans le milieu de l'immobilier, il n'y a pas forcément assez de transparence entre le propriétaire et l'agence, des fois, qui gère le bien. Donc, on a mis en place une application qui permet aux propriétaires d'avoir le point de ses biens, le point de celui qui occupe ses appartements, tous les travaux qui ont été effectués. Il peut suivre tout ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec son téléphone mobile. Voilà, pour avoir une transparence totale entre le propriétaire et l'agence qui gère son bien. Entre nous, quoi. Très intéressant cette application. Quand vous la sortez, on va les discuter en off. D'accord. Merci à toutes les deux pour votre intervention donc, sur ce plateau et pour avoir partagé votre expérience et vos connaissances quant à ce domaine. Alors les femmes d'ici, ça continue et on va continuer justement à parler immobilier dans quelques minutes. Ce sera juste après une courte page de pub. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On parle immobilier toujours avec une autre invitée, n'est-ce pas Aurélie? Et oui, Kadi, nous allons faire la connaissance d'une jeune dame dynamique et entrepreneur à la tête d'une agence immobilière de luxe. J'ai moi-même eu l'occasion de collaborer avec elle. Nous allons la recevoir dans quelques instants sur le plateau. Mais avant cela, petit portrait de Cynthia Blay. Bonjour. À 29 ans à peine, Cynthia est à la tête de son propre business, une agence immobilière spécialisée dans la location de luxe. Elle a à son actif la gestion d'une centaine de maisons à location saisonnière en Côte d'Ivoire, à Paris et au Ghana. L'immobilier, c'est un virage à 360 degrés pour Cynthia qui fait un choix difficile en 2016, mettre une croix sur sa passion. Moi, je voulais être hôtesse de l'air. Malheureusement ou heureusement parce qu'aujourd'hui, je suis à mon propre compte et je suis très heureuse. J'aime ce que je fais. J'ai découvert le métier, j'ai aimé, je me suis formée et aujourd'hui, l'immobilier, c'est devenu une passion. Derrière cette carrière reluisante se cache une longue traversée du désert pour Cynthia, qui a dû batailler pour s'offrir une place sur ce marché particulièrement concurrentiel. Vous rentrez dans un domaine où les gens ont déjà leur repère, donc il fallait, surtout pour une femme, c'est un peu compliqué parce que je pense que c'est maintenant que les femmes ont commencé à s'imprégner du métier. Sinon, à l'époque, c'était un métier d'homme. Je partais sur tous les terrains, je faisais les visites à pied, on marchait souvent très longtemps, donc c'était pas évident. Direction Riviera Bonoumin,
l'une des zones huppées de la capitale abidjanaise où se trouve l'un des appartements que Cynthia nous fait visiter. Ici, vous avez un très beau salon coloré. Le propriétaire a voulu donner une autre image de la décoration. Vous avez toutes les commodités, vous avez Internet, vous avez Canal+, vous avez un personnel, un cuisinier à votre disposition. Pour un tel confort, soyez prêts à débourser, et ce, à l'annuité. Le minimum que nous proposons, donc nous commençons par des studios, et nos studios sont à partir de 100 000 francs par nuit, mais nos villas vont jusqu'à 600 000 francs par nuit. La dernière visite est renversante. Une belle bâtisse de 5 chambres dont la nuitée ne coûte pas moins de 700 000 francs CFA. Loin de se reposer sur ses lauriers, Cynthia en veut davantage, malgré les difficultés liées à la location saisonnière. J'estime que j'ai encore beaucoup à faire. Là, on n'est qu'au début et on a encore un long chemin à faire, beaucoup de choses à accomplir. Les difficultés réelles de ce domaine qu'est la location saisonnière, c'est l'instabilité. Parce que pour vous dire honnêtement, nous avons dans l'année 12 mois, mais nous avons 4 mois concrètement qui sont pour nous la haute saison. Donc pendant les 8 autres mois, c'est compliqué parce que il n'y a pas beaucoup d'activités, il n'y a pas beaucoup de venues à Abidjan. Dans 5 ans, attendez-vous à voir une Cynthia promotrice immobilière à l'année, objectif qui lui tient à cœur. Alors Cynthia, bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci et vous? Ça va très bien. C'est un très beau parcours, hein. C'est un parcours assez impressionnant, félicitations. Merci. Par contre, il y a une petite contradiction parce que tout à l'heure, on disait que les femmes sont très nombreuses dans l'immobilier, mais vous avez trouvé qu'il n'y a pas assez de femmes. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans la location saisonnière donc... Oui. Je pense que oui, c'est parce que moi je suis plus axée sur la location saisonnière. D'accord. C'est notre spécialité, sinon, comme Aurélie le sait, on a déjà collaboré sur d'autres locations à long terme. Mais dans le domaine de la location saisonnière, on a rencontré, comme moi je suis arrivée, il n'y avait vraiment pas beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. C'est dernièrement que les femmes ont commencé à s'imprégner de la chose, et heureusement parce que les femmes ont un œil beaucoup plus... plus méticuleux sur la décoration, voilà. Donc, et puis le saisonnier, pour le coup, c'est que des appartements meublés avec oui, c'est ça. Comme Voilà, c'est ça. Les maisons meublées, oui. Du coup, justement, en parlant de location saisonnière, comme vous disiez tout à l'heure, ce sont des appartements qui sont malheureusement loués sur une certaine période. Mais comment les propriétaires font pour rentabiliser les autres mois de l'année, oui. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'on rentabilise le plus pendant cette période. Malheureusement, aujourd'hui, il y a la Covid qui bloque beaucoup même, parce que nous, on a été bloqués tant que les frontières étaient bloquées, nous, on ne pouvait pas travailler. Donc, c'est le plus important, c'est de rentabiliser justement pendant le mois de décembre et pendant les vacances. Et après ça, il faut espérer justement, c'est très important pour nous que le pays soit stable, parce qu'il faut espérer qu'il y ait des activités, qu'il y ait des, comment on appelle ça, des événements, comme ça les gens peuvent... des choses comme ça. Voilà, des conférences, comme ça les gens peuvent venir. Et c'est ce qui nous permet de tenir, sinon c'est un domaine assez vraiment très instable. Ouais. Est-ce que c'est parce que justement que les propriétaires n'arrivent pas à rentabiliser sur les autres mois de l'année que pendant les mois où ils rentabilisent, les coûts sont plus élevés? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Parce que je me dis, se rattrape, hein. Non, c'est pas ça. Bon, parce qu'en même temps aussi, on a heureusement des entreprises qui sont implantées ici, qui font venir très souvent des consultants. Okay. Donc, on a des entreprises qui bloquent des appartements à long terme. Okay. On a des entreprises qui peuvent dire, bon, moi, je veux prendre cet appartement sur 1 an. On a Orange, MTN, on prend cet appartement sur 1 an. Quand on a des consultants qui viennent, ils sont là. Quand ils ne sont pas là, c'est fermé. Okay. Voilà, ils privatisent les appartements. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'on ait des appartements très luxueux, parce que c'est en général ce que ce genre de personnes recherchent. Donc, on a des appartements qu'on met à disposition avec tout à l'intérieur. Et puis, s'ils veulent les blocs, nous, ça nous arrange. Donc, on travaille beaucoup plus avec les entreprises. C'est vers ces personnes-là que ce qui va vous apporter un peu de stabilité. Exactement. Alors, vous avez changé de passion, d'après ce que j'ai compris, d'après ce reportage. Et l'immobilier maintenant, et la location saisonnière, j'imagine, c'est ce qui vous fait palpiter, c'est ce qui vous plaît. Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier? Dans le métier, je pense que c'est le contact humain. Et c'est très important. Et je pense que le plus important, moi, ce qui me marque le plus, c'est le fait
que des gens qui ne nous connaissent pas nous fassent confiance. Ouais. Des gens qui ne vous connaissent pas, comment on appelle ça, vous confient leur projet. Ils vous parlent même de leur projet. Donc, c'est vraiment, pour moi, l'aspect humain. Voilà, moi, c'est tout ce qui me plaît dans ce domaine. Et je pense que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Oui, mais sauf que faire être hôtesse, c'est à peu près la même chose. À peu près la même chose, c'est ça. Moi, j'ai jamais voulu rester dans les bureaux. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas obligé. Ouais, mais vous n'allez jamais vraiment me trouver au bureau. Moi, j'aime bouger, être au contact des gens, aller en visite. Voilà. Donc, alors, du coup, marcher beaucoup, ça vous fatigue plus? Non, là, ça va, par la grâce de Dieu, on a pu s'offrir une voiture, donc là, ça va. Super, c'est bien. Mais dites-moi, il y a beaucoup d'arnaques dans ce domaine-là. Énormément. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de choses? Bon, heureusement, je pense que c'est pour ça que j'ai très, très vite ouvert mon entreprise, parce que j'avais commencé en 2016 en tant qu'apporteur d'affaires. Communément, on les appelle démarcheurs. Donc, j'ai commencé en tant que démarcheur. Et par grâce de Dieu, je pense que quand ton chemin est déjà tracé, ça va très vite. Ouais. Et on m'a très vite. Vous avez beaucoup de confiance en vous. Oui, on m'a très vite confié de grandes gestions. J'ai très vite remplacé certaines personnes. Et après, tout de suite, je me suis dit, bon, si t'as pas... Parce que les gens te confient beaucoup d'argent. En général, dans ce domaine-là, c'est la liquidité. Les gens, voilà, parce qu'on n'a pas vraiment le temps d'encaisser les chèques sur 3 jours. Donc, si tu as une location qui te fait 3 millions la semaine, c'est vraiment en liquidité. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, c'est beaucoup plus intéressant pour les clients qu'ils aient une entreprise qui est légalement constituée et qui viennent au bureau, qui nous connaissent. Mais même ça encore, aujourd'hui, on a des gens qui ont peur, parce qu'ils ne peuvent pas forcément se déplacer. Donc, quand tu leur dis, bon, faites-nous un virement bancaire, ils ont vraiment peur. Mais je pense que par la grâce de Dieu, c'est pour ça que je suis très active sur les réseaux. C'est un peu ma stratégie, parce que les gens savent que vous existez et que vous avez déjà une image derrière l'immobilier qui fait que les gens peuvent vous faire confiance. Donc, je pense qu'il y a cette image-là qui permet aux gens de venir plus chez Business Center, parce qu'ils connaissent Cynthia. Ils savent que voilà, elle existe et tout. Et puis par derrière, on fait tout vraiment pour que les clients soient en confiance. Vous n'allez pas prendre le risque de gâter votre nom, comme on dit. Exactement. En plus, c'est les clients en général qui n'ont pas le gros budget qui te fatigue. C'est toujours comme ça. Non, mais 200 000, mais 300 000, je dis, monsieur, si j'ai créé mon entreprise, c'est pas pour partir avec 300 000, franchement. Donc, et voilà. On n'aurait pas de le faire, c'est ça aussi le truc. Et justement, on a vu un petit peu dans le reportage que vous avez été confronté à des difficultés. Comment vous avez réussi, on va dire, à vous imposer, à sortir la tête haute, en général, moi, je suis quelqu'un qui a un gros caractère de base. On me dit que j'ai un caractère d'homme. Donc, je ne me suis pas laissée faire. Voilà, je ne me suis pas laissée faire. Pour vous dire, moi, j'ai commencé vraiment avec des hommes. Et c'est vraiment des hommes qui m'ont formée parce que j'ai commencé sur le tas. Et les personnes vers qui j'allais, c'était que des hommes. Donc, je ne me suis pas laissée faire, je me suis allée marcher dessus. Quand des gens, en général, quand ils t'appellent même, quand tu décroches le téléphone, leur première réaction, c'est « bonjour, monsieur ». Parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que ce soit une femme qui soit... donc déjà, moi, je pense que mon caractère a beaucoup joué sur ce coup-là. Et pour vous, c'est ça les qualités qu'il faut en tant que démarcheur ou agent immobilier? La plus grande qualité qu'il faut, moi, je pense que c'est l'honnêteté. La patience, l'honnêteté est très important parce que si tu n'es pas de base honnête, tu vas très vite entremêler parce qu'il y a tellement d'argent qui se fait rapidement dans ce domaine que tu vas vouloir gagner gros. Et au fur et à mesure, tu perds en crédibilité parce qu'aujourd'hui, tu dis un prix pour un tel immeuble et demain, tu dis un autre prix à un autre client et ils peuvent se rencontrer demain. Donc, ils ont l'impression que tu les taxes à la tête du client. Donc, pour moi, l'honnêteté, c'est très important. Et aussi, comme j'ai dit, la patience, la force de caractère, vraiment tout ça, ça joue beaucoup. Mais Alain, si tu permets, on parle de beaucoup de démarcheurs, concurrence donc, entre les démarcheurs et les agences immobilières. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez en fait de l'apport des démarcheurs? Parce que finalement, ils sont quand même d'une utilité, même si effectivement derrière, il faut vérifier leur crédibilité et tout. Mais comment vous faites justement pour trier, collaborer et même trier, on va dire, les bons des mauvais?
Moi, je veux dire, moi, je collabore beaucoup avec des démarcheurs, justement parce que j'ai été démarcheur. Et c'est très important parce que, à la base, les gens ne nous font pas confiance. Donc, je vais profiter du plateau déjà pour dire merci à Aurélie parce que la première fois qu'elle et moi s'est connus, c'était sur un de ses biens qu'on devait louer à environ 4 millions et quelques. Et on n'avait pas échangé avant. Le propriétaire ne nous avait pas dit qu'il avait confié à une agence. Et donc, quand on a appelé Aurélie, elle a été très compréhensive. Elle nous a reçus à ses bureaux. Elle nous a dit, il n'y a pas de problème. En général, quand on arrive, les agences nous disent, oui, il n'y a pas de problème, machin et tout. Quand le client ici, après, quand tu les appelles pour ta commission, ah non, on ne te paye pas. Mais elle a été vraiment très, très gentille. Donc, je pense que ça m'a donné, en fait, comment on appelle ça, un bon exemple. Et depuis, nous, on est vraiment très ouverts aux démarcheurs. Mais on leur montre notre façon à nous de fonctionner. Donc, ils doivent s'adapter, faire en sorte que les clients aient confiance en eux. Et puis, eux aussi, c'est plus important pour eux parce que quand ils travaillent avec une agence qui est légalement constituée, les clients ont aussi confiance en eux par derrière. D'accord. C'est tout un réseau, en fait. Cynthia, il va falloir qu'on passe à notre interview tac au tac. Donc, c'est notre rituel tous les jours avec nos invités. C'est tout de suite. L'interview tac au tac, ça consiste en quoi? C'est à répondre le plus rapidement possible, en 2 secondes même, aux questions que je vais vous poser. Il ne faut pas réfléchir, vraiment au minimum, il faut réfléchir du moins. Alors on commence tout de suite, vous êtes prêtes? Oui. Assini ou Il Boulet? Assini. Combien de fois avez-vous éteint votre réveil ce matin? 2 fois. Introverti ou extraverti? Très introverti. Ah bon? Ah bon? Vous êtes agent immobilier Oui, mais je ne sais pas, c'est le constat. Parce que là, je suis vraiment très introvertie. Donc c'est difficile un peu sociable. D'accord, on continue. Facebook ou LinkedIn? Facebook. Facebook ou LinkedIn, vous avez dit Facebook. Penthouse ou rez-de-chaussée? Rez-de-chaussée. D'accord. Really? Oui. OK. Artiste Chanel ou Moula? Moula, à cause de son dernier titre, parce qu'elle a cartonné. Si je vous dis vert, vous pensez à quoi? Vert, la couleur ou vert? Oui. Est-ce que vous voulez dire vert? Est-ce que ça vous gazon. Gazon. C'est l'agent immobilier encore. Gazon, jardin. Alors, maquillage glamour ou plutôt look naturel? Glamour. Oui. Je crois que ça se voit. Rousse ou blonde? Rousse. Parce que j'ai vu que vous étiez blonde dans le reportage, mais plutôt rousse. Oui. D'accord. Café ou thé? Café. Et casanière ou fêtarde? Casanière. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cynthia de vous être prêtée à ce jeu. Mais vous ne partez pas, vous restez avec nous. Nous allons maintenant parler, mesdames et messieurs, de déco avec Hinda, qui va nous apprendre comment décorer nos murs avec des assiettes. Vous avez bien compris. Assiettes, on mange là. C'est ça, on met au mur aussi. À tout de suite. Alors, effectivement, des assiettes au mur, ça peut paraître assez incongru, mais ça existe et c'est la nouvelle tendance déco. Bon, pour certaines personnes, ça reste quand même assez kitsch parce qu'on a tous en tête les assiettes en porcelaine que nos grands-parents accrochaient et c'est pas très tendance, mais vieillot, exactement. Mais ça a été remis en fait au goût du jour et aujourd'hui, il y a des assiettes absolument magnifiques avec un rendu très impressionnant et c'est tellement simple à faire que je vais décortiquer ça pour vous. Merci. Allez, avec plaisir. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que les assiettes murales? Donc, c'est tout simplement une très belle façon de décorer son mur avec des assiettes. Donc, un coin de votre intérieur ne vous plaît pas, vous en avez marre de ce mur qui n'est pas habillé, vous ne savez pas quoi faire, les assiettes murales vont vous sauver et feront surtout toute la différence. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il y a du moderne, il y a de l'ethnique, il y a du bohème chic, il y a du scandinave également. Donc, vraiment, on peut absolument adapter ses assiettes à sa personnalité et surtout au style de son intérieur. Donc, on le regarde comme ça, mais c'est vrai que ce n'est pas si facile que ça. Oui, dis-nous. Ce n'est pas si facile que ça. Donc, déjà, premièrement, on identifie chez soi quel mur on peut exploiter donc, au niveau de la taille et au niveau de la hauteur. Une fois qu'on a trouvé ce mur, la première chose aussi à faire, c'est d'avoir une belle peinture qui va mettre en avant en fait, les assiettes qu'on va sur un mur blanc, c'est ça? Un mur blanc, dans ce cas-là, on peut partir par exemple sur du blanc et noir si on veut avoir quelque chose de sobre. Voilà, quelque chose de contrasté sobre. Exactement. En fait. Mais bien comprendre en tout cas la peinture du mur par rapport aux assiettes qu'on aura choisies. Donc ensuite,
il ne faut pas être timide. Donc, si vous mettez 3 petites assiettes qui se courent après, chérie, ça ne va rien faire. Ça veut dire, toi, mais on va dire qu'est-ce qu'il t'a envoyé. Donc, il faut en mettre plein. Une dizaine. Moi, je recommanderais au minimum 6. Ça dépend après aussi de la taille du mur. Parce que c'est vrai que si le mur n'est pas si grand que ça, on ne va pas en mettre 10. Et voilà, il faut vraiment que ce soit quand même assez aéré aussi. Donc, voilà, donc je recommande à peu près 6 assiettes au minimum. Et puis, si on a un grand mur, là, on peut vraiment... Mais oser, c'est ce qui va faire le succès, en fait, de la réussite de ce mur, de ces assiettes murales. Et aussi, n'oubliez pas de jouer avec les volumes et les tailles. C'est-à-dire que c'est pas toutes les mêmes tailles. Il y a des grands, des petits. On met ici, tac, on dépareille. Et on dépareille au maximum. Regardez là, c'est pas les mêmes couleurs. Mais il y a quand même une certaine cohérence. Et la cohérence, c'est dans les matières, déjà. Non ? Dans les matières, par exemple, regardez là, c'est pas les mêmes formes, c'est pas les mêmes couleurs. C'est-à-dire il y a un rappel de couleurs, mais il y a une certaine cohérence en fait. Et c'est ce qui donne cet effet moderne. Mais alors moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les assiettes ont cette couleur-là. On les achète pas comme ça. Ah, si, il y en a. Ah bon ? Et on peut même les fabriquer, c'est-à-dire que par exemple, on peut prendre ces chutes de pagne, par exemple, on fait notre tenue chez le tailleur, on a des chutes, on les prend et on habille des assiettes tout simplement. Ah, d'accord. Et ça peut faire quelque chose de très original. Tu habilles tes assiettes exactement, un peu de colle, une assiette. Ah oui. Ah oui, non, c'est quelque chose qui est totalement réalisable. D'accord. J'ai une question un peu bête, je sais pas. Non, il n'y a pas de Vas-y, moi, la question que j'ai posée, comment on accroche? Alors, je sais que ça peut être pas si compliqué que ça, mais quand c'est des assiettes en porcelaine ou en verre, comment on les accroche au mur? Là, ça, c'est une très bonne question. Alors, ça peut paraître compliqué, c'est pas si compliqué. Dieu merci, aujourd'hui, à Abidjan, on a plein de magasins de bricolage qui proposent plein de solutions qui vont vous permettre, en fait, de fixer ces assiettes de manière très simple. Et le plus cool dans tout ça, c'est que vous allez ni détériorer votre mur, ni détériorer l'assiette. Donc, c'est vraiment, par contre, c'est pas très coûteux en plus, mais allez dans ces enseignes spécialisées et surtout, prenez du matériel de qualité, ça fait toute la différence. D'accord. Donc, on a du matériel pour coller les assiettes en porcelaine, les assiettes en plastique. Ça peut être des fixations à ressort, ça peut être des fixations transparentes, il y a vraiment... Il y a plein de choix. Vraiment. D'accord. Est-ce qu'on prend les assiettes qu'on a à la maison, avec lesquelles on mange, si on a plein de sets, on les utilise, comme ça fait récup. Oui, après, on peut les customiser aussi, par exemple. Parce que bon, si c'est des assiettes toutes blanches simples, ça n'aura pas grand intérêt. Voilà, par exemple, pour revenir sur le blanc et noir dont tu parlais, on peut prendre, je sais pas moi, de la peinture noire, on peut prendre quelque chose et puis... on peut aussi voir un peintre qui peut s'amuser à faire un truc. Non, je pense qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein d'imagination. Par exemple, ça peut être sympa. Quand on n'est pas flemmarde, ça peut être pas mal. C'est ça. On aime faire des trucs à la maison. Qu'est-ce que tu en penses, Cynthia? Je trouve que c'est très beau. Ouais, ça vous parle? Oui, ça parle. Et puis bon, comme nous on est dans la location saisonnière, écoutez, on va donne des idées. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas, mesdames et messieurs aussi peut-être, de m'envoyer les résultats. J'ai hâte de voir vos merveilles. Sur les réseaux, n'est-ce pas? Exactement. Il était une fois Abidjan. Merci Hinda. On va essayer les assiettes murales à la maison. Alors moi, je garantis pas que je vais peindre moi-même, mais je vais voir. Je vais chercher la mur et on verra. Voilà, tu viendras regarder. Alors. Vous surtout, ne bougez pas, restez avec nous, car on revient après une courte page de pub. L'émission continue. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs. Nous allons partir en découverte culinaire dans la rubrique « À vos tabliers ». Alors, à vos tabliers aujourd'hui, on va parler du plantain revisité. Miam, miam. J'adore. Quoi, le plantain revisité? Le plantain revisité, c'est le claclo. Vous connaissez claclo? Mais oui, qui connaît pas en plus. Et puis, tu sais, il y a des mets, en fait. Il y a des mets, là. Il faut manger à des heures spécifiques pour que ça soit bon. Claclo, là, si c'est pas à 16 heures, c'est pas bon. À 16 heures, alors, on va voir le claclo. Comment se fait le claclo? Avant qu'elle était petite, quand maman, elle faisait ça à la maison un peu, on mangeait. Donc quand je suis venue ici, j'ai vu que le banane est sorti. Donc un jour, j'ai dit, bon, avant il y a essayé ici. Donc j'ai commencé à travailler avec ça jusqu'à aujourd'hui. Je m'appelle Kwakwa Flora, je suis vendeur de café. Ça me fait 3 ans maintenant. Je mets d'huile, je vais allumer le feu. La gaz, quand ça a chauffé maintenant, je vais commencer à griller. À cause de la farine que j'ai mis dedans là. Donc j'ai en train de mélanger bien et puis je vais commencer à griller. Donc tu mets le farine pour que ça soit un peu dur.
Là, c'est joli à voir. Je vais mettre piment sec avec oignon. Ça, c'est poudre de maïs qui est mis dedans. Poudre de maïs avec oignon, avec piment. J'ai pilé, j'ai mis là-dedans. Donc maintenant, je vais mélanger. Je suis en train de faire claco. Banane pilée. Je mélange. Je mets de farine. C'est qu'on paye pour faire le foutou. C'est ça que je paye. Pour laisser. Si ça devient bien mûr. Maintenant, je pile. J'achète pour combien comme ça? 20 000 souvent. Je garde pour travailler avec ça. Pas de 6 heures, on se lève. Ma fille a commencé à nettoyer le banane. Moi, je mets au marché. Pour piler le piment, on commence à piler le banane. J'ai fait le piment, on finit. Si on a fini à 11h bien midi, on s'en va vendre au dehors. Parce qu'une femme, tu ne dois pas t'asseoir. Tu ne dois pas t'asseoir là. Parce que déjà, moi, il y a déjà les enfants, je vis, il y a mon mari, tout ça là. Toujours, c'est pas ton mari. Si tu as un problème chez toi, c'est pas ton mari qui va t'occuper de tous les jours. Donc, mieux que tu t'assoies au dehors un peu. Donc, ça permet que moi, si au moins il y a 5 francs, je peux économiser pour garder. Ah bien, mais c'est bien fait, c'est bien fait. Sa manière de faire, puis encore. Et la sauce de Kalakuro là, c'est tellement doux. Vraiment. C'est délicieux, Kalakuro. Depuis 16 heures là. Maman, vous avez avec un secret, maman. La femme, elle connaît son travail. J'ai faim. Où est-ce qu'ils ont filmé la dame? Parce que je pense que je vais aller tout à l'heure. Parce qu'on a besoin de Sa recette là, elle tient. En plus, c'est une déception, on n'a pas malheureusement de petites échantillons à goûter. Non, je sais C'est indépendant. En tout cas, c'est indépendant de notre volonté. Ils nous ont fait quoi? C'est la logique. On va régler ça à la régie plus tard. Mais cette dame, on va la retrouver. Et en fait, il y a différents types de manières. Enfin, il y a différentes manières de préparer le claclo. Je ne savais pas que c'était qu'on pouvait mettre du poivre, du piment, de l'oignon, etc. Oignon et tout. la Pour donner du goût. farine. Ouais. Comment? Pour donner du goût, oui. Ouais. Moi, le piment, je ne savais pas. C'est bon pour moi. Oui, c'est ça. Avec le petit piment, avec l'œuf à côté. Aïe, aïe, aïe. Et là, même, il y a une petite recette. Vous pilez du riz, vous mettez dedans pour donner un côté un peu croustillant. Ah, parce que vous y connaissez bien, Vous y connaissez bien, on dirait. Oui, bien sûr. à la maison? Oui. C'est la même recette avec la dame ou pas? Oui, piment, poivre. Moi-même, j'ajoute du riz pour avoir un petit côté croustillant. Un côté croustillant. Et pourquoi pas de la chapelure? Pourquoi pas de la chapelure? Oh non, ça on n'a pas encore essayé. Alors donc, Cynthia, rappelez-nous rapidement votre recette. Très, très brièvement. Donc, c'est la banane pilée. Oui. Quand la banane est pilée, vous mettez du sel, du poivre. Moi, j'ajoute même, comme on appelle, du cube d'assaisonnement pour donner beaucoup plus de goût, du piment et un peu de riz pilé que vous ne pilez pas beaucoup. Voilà, vous mettez dedans, vous mélangez. Et quand vous mangez, vous avez un petit arrière-goût croustillant. Il faut préciser que c'est de la banane très mûre, qui est presque gâtée même, on va dire. C'est dans votre cuisine qu'on doit aller, parce que apparemment... C'est chez Cynthia. Quand vous voulez. Quand vous voulez. Mais en tout cas, nous... Ça donne envie, ça donne vraiment. envie, franchement. J'aurais aimé qu'on les ait sur place, mais c'est pas grave. Je pense qu'après l'émission, tout le monde va partir chercher son claclo. Ah, c'est sûr. Franchement. On suit Cynthia. On arrive, ou bien chez Cynthia, oui, c'est vrai. Moi, je suis Cynthia. Écoutez, merci beaucoup encore à vous, prie, Cynthia, c'est d'avoir moi. participé à l'émission et d'avoir partagé votre expérience et pour ce beau portrait de vous qu'on a eu dans l'émission également. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro des Femmes d'ici. On se retrouve demain, même heure, même studio et puis même chaîne, surtout la NCI. On se retrouve demain à demain. Bonne journée.